Voilà, on est toujours ensemble. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Non, ce qui m'intéresse là, c'est parce que c'est le cercle Aristote. D'accord. Et là, ça va être autre chose. Là, on va parler de souveraineté. Et là, j'espère bien qu'il va y avoir en face, il y aura une confrontation. Il y aura de bonnes questions. Et il y aura sûrement une émulation. Et j'espère que on aura vraiment la position de Branco sur la souveraineté française, sur tout ce qui est pour le siècle Aristote, la chrétienté, la catholicité, la priorité française, le besoin de sortir de l'Europe, le besoin de reprendre sa monnaie, le besoin aussi, il y a plein de trucs. Le cercle Aristote, lui, c'est des vrais souverainistes qui réfléchissent un peu à remettre un petit peu d'ordre dans notre pays, mais surtout aussi à redonner de l'honneur, en fait, à notre pays. Parce que là, en ce moment, on est réduit à la risée du monde. Mais qu'est-ce que vous savez du positionnement de Juan Branco sur ce sujet-là? Branco, lui, il est plus de gauche, hein, mais bon, il s'arrange. Hein. Franchement, il travaille, et c'est très bien. Il est sorti de l'ultra-gauche. Il travaille, d'ailleurs, il n'aime plus du tout cette gauche Zara qui est complètement hors sol, qui est dans le transhumanisme, dans le transgenrisme, enfin, dans tout ce qui est en isme. Et Branco, lui, il pense reprendre. Là, ça y est, il a changé. Donc, il veut la souveraineté de la France. Et il veut, pas le pouvoir, mais il veut redonner le RIC au peuple dès qu'il sera élu. Et le problème, c'est que le peuple, il n'est peut-être pas prêt encore à ce qu'on lui pose des questions. Parce qu'il faudrait peut-être reprendre les médias avant. Non, je pense qu'il est pour la souveraineté. Sortir de l'Europe, il y pense, je pense. Il commence à venir sur le Frexit. Il commence à changer sa position. Donc c'est très intéressant de voir la confrontation des deux pôles qui vont se rencontrer. Et Branco, il est pour la souveraineté maintenant, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il est aussi pour mettre surtout tous ces traîtres sur une île déserte. Les traîtres, c'est qui? C'est tous ceux qui nous gouvernent. C'est tous les corrompus de notre politique. Tous les anciens de la politique. Tous les juges qui jugent de façon orientée, qui sont dirigés par le pouvoir. Tous les médias qui sont propagandistes. Tout cela... Est-ce que c'est Macron? C'est pas que Macron. Macron, c'est qu'une marionnette. Il a été mis au pouvoir, on sait bien par quelle caste. Hein. La caste des oligarques, des mondialistes, alors des banquiers, évidemment, puisqu'il a été mis en place par les gros médias français. C'est eux qui l'ont mis en place, qui ont inventé un narratif autour de ce type-là, qui est médiocre en fait, mais qui a subi sûrement du MK Ultra et qui est complètement dissocié. Le type, il est complètement fou. Il jouit de nous faire du mal. D'accord. C'est magnifique. Ça marche. Mais c'est beau. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je suis désolé, j'ai visé toute la demande. Comme on avait fait du fait, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était venu. Il y avait la cause. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors on organise sous-organise. J'arrive. Attendez pas là que vous voyez. J'arrive. Voilà mon cher. Attendez, le grand problème c'est que je ne peux pas vous laisser rentrer jusqu'à là-bas. Moi, j'ai eu les équipes de Juan Branco qui sont venues me voir pour me dire que j'étais autorisée. Ah oui, mais il n'y a plus de place, madame. Donc, c'est ça le petit problème. Hein. Vous voyez ça au cours des siècles et qui, à peu de frais, font l'objet de commerce et de prostitution par des êtres qui ont commis, pour moi, le péché le plus irréparable en tout système qui se veut républicain et démocratique, qui consiste à interférer dans le
système électoral, dans la capacité du peuple à faire entendre ses opinions, pour en tirer de l'influence et des ressources au détriment de la collectivité. On ne représente pas un mouvement, une opinion qui cherche à séparer ou à diviser le corps social selon ses ressources ou ses origines. Nous cherchons à préserver l'unité de ce corps social à partir de l'intégrité et de la vérité. Comment est-ce qu'on cherche à y procéder et en quoi ça se lie avec la définition d'oligarchie que j'espère vous donner dans un instant, qui consiste, pour un certain nombre de personnes, à acheter de l'influence en s'immisçant dans le système médiatique, en prenant possession, que ce soit des chaînes de télévision, des organes de presse, désormais des algorithmes, dans le but de faire commerce des idées et des opinions, afin d'orienter notre jugement et in fine notre vote. Or, si pour nous le vote est une question de souveraineté, pour eux, le vote est une question de part de marché. Le vote, c'est ce qui va déterminer l'orientation des moyens de l'État dans un but d'accaparement et de redistribution des richesses au profit de quelques-uns. Le vote est ce qui permet de mettre la main sur cette machine extraordinairement puissante et dangereuse qu'est l'État, qui est celle qui concentre nos ressources avant d'en décider de la destination. Le fruit de notre labeur, le fruit de nos efforts, se trouve concentré entre quelques mains ici à Paris, à Bercy, avant que, dans un système plus ou moins élaboré, à travers la représentation nationale, on décide de l'affecter à nouveau, en théorie, pour le bien commun, en théorie pour financer les services publics, en théorie pour renforcer notre société et la protéger. En réalité, de plus en plus, vous l'avez noté, pour favoriser les intérêts de quelques-uns. Pour ce faire, ces êtres, qui ne sont pas des génies, qui sont des personnes avides et qui cherchent l'accaparement, procèdent d'une façon particulièrement simple. À travers ces médias, à travers ce contrôle sur l'information, ils s'assurent de la fidélité, de l'asservissement de nos dirigeants politiques. Ils s'assurent de ce que ces hommes et femmes politiques, à leur tour, servent de relais pour instrumentaliser l'administration et pour s'assurer que cette administration prenne des décisions qui les favorisent et qui aillent au détriment de ceux qui s'opposent à eux. En cela, nous vivons dans un monde où il n'y a rien de démocratique, parce que nous n'avons aucun contrôle sur l'information. Et sans contrôle sur l'information, il nous est impossible d'avoir des idées et des opinions qui nous appartiennent et d'avoir en conséquence un contrôle sur cette République. Cette chose publique qui devient privée par ce système circulaire qui nous retire toute souveraineté. Donc s'il y a un point de rencontre aujourd'hui qui me fait inviter par des forces idéologiques qui, d'antan, auraient été perçus comme des ennemis primordiaux, c'est bien parce qu'il y a une prise de conscience au sein de cette société, du fait de la défaillance temporaire de ce petit moment qui, à travers l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux et de puissances étrangères, en l'occurrence états-uniennes, qui ont créé une faille dans ce dispositif oligarchique, nous a permis de nous rendre compte de notre asservissement, nous a permis de nous rendre compte de notre ignorance, nous a permis de nous rendre compte de notre impuissance. Et le cheminement intellectuel que j'ai mené, à travers notamment la publication de Crépuscule, visait tout d'abord à accroître cette conscientisation au sein de la population française, pour lui faire comprendre que nous n'étions pas confrontés à un enjeu électoral immédiat, que nous n'étions pas confrontés à un enjeu partisan, mais bien un problème de structure. Une spoliation qui n'allait pas dépendre de ce que une ou l'autre force politique, et pas par plaisir que je me suis rendu sur le plateau de Cyril Hanouna. Cette base-là ne nous permet de toucher qu'une part minoritaire de la société et d'extraire de sa latence et de cet ennui, cette chloroformisation produite par nos maîtres, qu'une part encore plus réduite. Et donc il faut accepter le fait que toute démarche citoyenne se trouvera face à des murs tellement violents qu'elle ne permettra que de préparer, de conscientiser une avant-garde.
Cette avant-garde doit en conséquence avoir conscience de sa responsabilité historique à l'égard de ses pairs, qui ne sont pas insuffisants, qui ne sont pas de moindre qualité qu'elle, mais qui, du fait de conditions existentielles, du fait de prédéterminations diverses, n'ont pas eu le temps, l'opportunité, la chance qui est la vôtre, que d'avoir accès à ce regard différent sur la façon de la société, sur la façon du politique, sur la façon de notre système de gouvernance et de pouvoir. Et donc, nous avons, chacun d'entre nous, une responsabilité historique. Car de notre capacité à agir et de l'efficacité de notre action dépendront des devenirs de millions de personnes qui garderont un rôle passif dans les révolutions qui sont à venir. Car ne vous y trompez pas, que ce soit à travers nous, par des formes révolutionnaires, ou à travers l'adversaire, par la guerre, cette affectation du destin de millions de personnes interviendra beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Cette accélération du cours de l'histoire, dont le Covid nous a donné le préambule, va intervenir. Et donc il s'agit, pour chacun d'entre nous, tout d'abord de réfléchir à ce qu'il est possible de faire. Cette grande question, il est parfois difficile d'y trouver réponse. Car la solitude, les fracas de nos vies, la violence qu'elle imprime sur chacun d'entre nous, inhibe et sort. Il nous convainc d'une forme d'impuissance. J'ai eu à le connaître, vous imaginez bien, à titre personnel, y compris dans la position privilégiée qui est la mienne, qui consiste à pouvoir m'appuyer sur des forces sociales que le pouvoir pense sombres, qui sont porteuses de grande lumière, massives. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, qui m'a paru assez important de vous partager. Et je serais heureux qu'on ait un échange désormais sur les sujets qu'on veut. C'est pas la peine de rappeler les NAS, les gaz, les gardes à vue, les procès, les amendes. Comment vous envisagez cette suite avec... Comment définissez-vous la notion de souveraineté en sciences politiques, s'il vous plaît? La capacité à décider de notre propre destin dans le sens le plus étroit du terme. Et le fait d'être protégé par l'entité politique à laquelle on appartient. Moi, je suis devenu gilet jaune parce que j'ai connu avec Wikileaks la vulnérabilité sur mon propre territoire. Lorsque j'ai vu mes services de renseignement me cibler, parce que j'avais révélé que mon président de la République était espionné par une puissance étrangère, j'ai compris ce que cela faisait que d'être exposé au pouvoir, que d'être vulnérable à l'égard du pouvoir. Et j'ai compris à ce moment-là l'importance de la souveraineté. Me semble assez réaliste, malheureusement. C'est ma chaîne YouTube. Non, c'est pour YouTube Infocratie. Alors, bonjour Juan Branco. Est-ce que vous pourriez me donner votre positionnement sur le Frexit ou pas? Il faut qu'on propose aux Français de décider. C'est simple. Simple que ça. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans une situation où on décide plus? Non, mais qu'on décide de si on reste ou non dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'on est en capacité de décider à l'heure actuelle?
pas avec le régime existant, c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne le pouvoir. C'est la condition. C'est pour pouvoir organiser un référendum sur ces questions, il va falloir qu'on arrive au pouvoir. Et non seulement ça, mais il faut qu'en amont, on nettoie l'espace public pour permettre à ce que le débat qui aura lieu soit sain, ne soit pas dirigé par des intérêts financiers, économiques. Mais est-ce qu'on n'a pas des problèmes de souveraineté précisément à cause de l'Union européenne? Oui, mais je pense que c'est le peuple français de décider s'il souhaite s'en libérer ou non. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà exprimé en 2005? Pas sur l'appartenance à l'Union européenne, sur l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une question qui est quand même. C'est pas seulement l'Union européenne d'ailleurs, c'est aussi l'euro. C'est les deux éléments qui sont. C'est fondamental de rendre cette parole qui a été volée en 2005, à mon sens. Parce que la question de la monnaie, c'est aussi une question de souveraineté. Ouais, c'est deux questions séparées d'ailleurs, qu'il faut traiter de façon séparée. D'accord. Merci beaucoup. Ah oui.